Bonjour à tous. Merci d'être venu à mon talk Créer un jeu vidéo, une quête en mode difficile. Euh, la petite présentation. Je m'appelle Pierre-Marie Obino. Je suis consultant en technologie de l'information à CGI. Et une de mes particularités, c'est que j'ai créé un jeu vidéo en solo que j'ai sorti en 2021, avant d'intégrer CGI. Aujourd'hui, je vais peu vous parler du jeu en lui-même, c'est pas forcément ça qui vous intéresse, je vais surtout vous parler du process, tout ce que j'ai eu à mettre en place et tout ce que ça m'a appris de créer un jeu vidéo. Voilà le principe de ce retour d'expérience. Donc, au menu, nous avons d'abord un peu de contexte. Je vais aller plus en détail sur d'où je partais, pourquoi j'ai voulu faire ça. Ensuite, je vais aborder les différentes étapes de création, les difficultés aussi que j'ai rencontrées en réalisant ce projet. Et enfin, il y aura des petites choses à emporter chez vous qui, j'espère, vous intéresseront. Alors tout d'abord, le contexte. Pourquoi faire un jeu? Le pourquoi, alors, c'est quelque chose, déjà, les jeux vidéo m'ont toujours passionné, ce qui est le cas, je pense, de beaucoup de personnes qui se mettent à travailler dans l'industrie ou à faire des jeux vidéo en indépendant. Et surtout, moi, alors, j'ai toujours voulu coder. Et en fait, au niveau professionnel, il y a eu un décalage entre ce que je voulais vraiment faire et les emplois que j'occupais. C'est-à-dire, à titre personnel, j'étais toujours sur des projets où je faisais du développement, notamment du développement web, du PHP, du WordPress, du JavaScript. Mais au niveau travail, il y avait plus assez d'éditeurs de code et beaucoup trop d'Excel et de présentations PowerPoint à mon goût. J'allais plus dans des métiers où j'allais côté gestion de projet, voire carrément marketing, donc gestion de budget. Et je voulais plus. Donc l'idée, c'était de retourner au code. Et pas seulement parce que voilà, je vais vous le dire, j'ai fait plusieurs métiers, retourner au code, mais aussi apprendre des choses en termes de conception de jeu, apprendre ce qui se faisait derrière. Mais l'idée, c'était vraiment d'en faire une activité, d'en faire mon activité professionnelle principale. Et au cas où ça ne marchait pas, ben, au moins j'aurais appris des choses et ça allait pouvoir me lancer pour reprendre un métier où j'allais pouvoir faire du code. Donc, le quoi? Ce que j'ai réalisé, c'est un jeu sur PC. L'idée, c'était de le commercialiser sur Steam et de le créer en solo, d'essayer de faire un maximum de choses par moi-même. Alors, créer un jeu vidéo, c'est beaucoup de métiers. Créer un jeu vidéo, ça dépend de la taille du jeu, mais il y a des jeux vidéo qui se font en solo, en petite équipe de 5 personnes. Pour les très gros jeux, ça va jusqu'à 500 personnes, voire beaucoup, beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu faire beaucoup de choses en solo, donc le plus simple, c'est de dire ce que j'ai pas fait. J'ai pas créé le moteur, je suis parti d'un moteur de jeu existant, ce qui m'a beaucoup simplifié la vie, parce que sinon, ça voulait dire avoir à coder tout ce qui est rendu, tout ce qui est moteur physique, même tout ce qui est logique d'interaction avec les périphériques, avec le joueur. Donc j'ai pas créé le moteur de jeu et j'ai pas créé les bruitages du jeu moi-même. J'ai préféré prendre des banques de bruitage, c'était beaucoup plus simple. Tout ce que j'ai fait, tout le reste en fait, beaucoup de métiers. Je vais pas, je vais pas m'attarder sur cette slide. Je vais un peu détailler rapidement les métiers en question. Donc le producer, qui est un terme très jeu vidéo, c'est une sorte de chef de projet. Alors nous, en développement logiciel, on parle beaucoup de product owner. Le producer, c'est pas tout à fait ça. En fait, le product owner, ça va être celui qui définit quoi, ce qu'il y a vraiment dedans. Le producer, c'est plus celui qui définit le comment. Donc, dans les grosses équipes de jeux vidéo, il y a vraiment un producer qui est celui qui va voilà, mettre en place les budgets, les moyens. Enfin, je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans l'industrie, beaucoup de producers sont des Scrum Masters. Mais voilà, j'avais cette tâche du coup de bien m'organiser. Au début, je notais les tâches dans un Excel en mettant des ordres de priorité et tout ça. J'ai vu qu'en fait, c'était pas terrible, ça me facilitait pas les choses, notamment quand je voulais savoir combien de temps je passais sur chacune des tâches. Donc j'ai trouvé un outil qui est vraiment pas mal quand on est seul sur un projet, c'est Super Productivity, un outil qui est basé sur le navigateur, qui est gratuit. Il peut même tout stocker en local, donc
pas trop de données qui se baladent à gauche à droite, mais il est dans le cloud, il est très bien. Donc je vous le conseille si vous avez un projet perso à mener. Et voilà, ça m'a évité de devoir déployer, je sais pas, un Jira ou autre juste pour une personne, quoi, ce qui était peut-être un peu gros. Ensuite, au niveau développeur, donc je vous l'ai dit, j'avais déjà fait du développement. Le langage le plus orienté objet que je connaissais, c'était le C++, mais j'avais de vagues notions. Sinon, je faisais surtout beaucoup de PHP, de JavaScript. Donc, en termes de développement, j'ai dû me reformer au langage plus moderne. J'ai dû me former au C# et surtout aux particularités du moteur de jeu, aux particularités de Unity en lui-même. C'est-à-dire comment interagir avec finalement le monde objet qu'on connaît, le monde objet du développement, et les objets qui sont présents dans la scène, des objets 3D avec des colliders, avec des textures et tout ça. Enfin, comment interagir avec autre chose que du code, comme on pourrait apprendre à interagir avec une UI. Ensuite, le game design et le level design. Alors, les deux sont des métiers du design. Et les deux sont importants et assez différents. En fait, le game design, ça va vraiment consister à créer les petites briques qui correspondent aux expériences de joueurs. Et le level design, ça va plus être assembler ces briques ensemble pour créer des niveaux, pour créer des puzzles, des énigmes. C'est deux métiers assez différents. Et finalement, j'avais une sensibilité à ça parce que j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup aussi utilisé des éditeurs de niveau. J'avais fait pas mal de projets de jeux que j'ai jamais réalisés. Donc j'avais déjà un peu exploré le domaine, mais quand même c'est quelque chose qui s'avance pas aujourd'hui, qui s'improvise pas. Aujourd'hui, il y a des formations pour faire du game design et du level design. Donc pour rattraper ce que je ne connaissais pas, je me suis beaucoup plongé dans la littérature, notamment un livre que je vous conseillerai plus tard dans les slides. Mais j'ai dû me former sur ces parties-là. Ensuite, un jeu vidéo, c'est aussi des artistes techniques. Ce que j'ai dû apprendre, j'avais des notions de 3D, mais j'ai dû vraiment apprendre à utiliser Blender, outil open source pour faire de la 3D. J'ai dû apprendre comment on faisait du texturing, comment on faisait du rigging, aussi le squelette qu'on met derrière le modèle 3D pour pouvoir l'animer. J'ai dû faire l'animation. On pourrait se demander est-ce que ça aurait été pas plus simple de faire de la 2D, mais au final, la 2D peut être aussi très technique à animer, la 2D actuelle. Finalement, la 3D, ça allait bien en plus avec le type de jeu que j'ai voulu faire. Et j'ai dû aussi faire le sound design du jeu et composer les musiques. Alors j'avais des notions de musique assistée par ordinateur parce que j'ai travaillé dans de la radio et de la web radio, mais j'avais jamais vraiment composé de musique en elle-même. Donc j'ai dû aussi apprendre à utiliser un logiciel de MAO, de musique assistée par ordinateur. Et c'est pas tout, je vais pas rentrer autant dans le détail pour les autres métiers, mais il y a du QA et du testing, il y a tout ce qui est écriture, voire traduction. Il y a l'aspect administratif qui, heureusement, dans mon cas, était relativement mince. Une micro-entreprise à créer et ensuite quelques contacts avec le fisc américain pour pas avoir à payer les taxes 2 fois, mais c'était assez léger comme partie. Et surtout, le marketing et la communication. Et là, je veux revenir dessus. Le marketing, en fait, dans les jeux vidéo, c'est le nerf de la guerre. C'est un budget qui est variable, mais qui est systématiquement élevé pour les jeux vidéo. Pour les jeux vidéo indépendants, on estime qu'il faut appliquer la règle du 25-50%, c'est-à-dire pour chaque somme mise dans la production du jeu vidéo, on doit mettre l'équivalent, on doit mettre 25 à 50% de cette somme en équivalent dans le budget marketing. Et pour les titres AAA, les gros titres qui sont commercialisés et qui se vendent à des millions d'exemplaires, c'est une règle de 1 pour 1. Un budget de 1 euro dans la production du jeu, c'est 1 euro dans le marketing. Donc, pour citer un exemple récent, un jeu comme Cyberpunk 2077, qui est un gros jeu qui est sorti en 2000, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021, mais il est sorti dans les 2 dernières années. C'est 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais on a des cas extrêmes. Je sais que par exemple, Call of Duty Modern Warfare 2, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Celui-là, le budget marketing était 3 fois le budget de production du jeu. Et voilà, on atteint des sommes assez colossales.
Et pourquoi le marketing c'est important? Parce que le marché du jeu est un marché très tendu. Ça, ce sont les sorties sur Steam. Alors, il y a deux grosses étapes à voir. Alors, au début, de 2006 à 2012, il n'y avait que les gros éditeurs qui avaient pignon sur rue sur Steam. Fallait montrer patte blanche, fallait montrer qu'on était un gros éditeur. En 2012, Steam a mis en place Greenlight, qui est une plateforme qui permettait aux gens de publier leurs jeux sur Steam à partir du moment où ils montraient qu'il y avait assez d'intérêt pour leur jeu. Donc il y avait un système de vote. Et à partir du moment où ils avaient assez de joueurs, le jeu pouvait être publié. Alors on aperçoit que ça a déjà eu un effet d'augmentation du nombre de jeux publiés chaque année. Et en fait, depuis 2017, on a Steam Direct. En fait, Steam Direct, c'est on paye et on peut mettre un jeu sur Steam. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les shovelware, des jeux pas vraiment intéressants, enfin, ou pas vraiment ludiques. Mais en fait, voilà, on paye $90 à Steam. On peut publier le jeu, il est diffusé sur Steam, on peut se mettre dans les créneaux de marketing, dans les carousels de Steam, etc. Et Steam rembourse cette somme à partir d'un certain nombre de ventes, mais voilà, c'est ce qui fait que ça explose. On en est à, j'avais noté, on en est à 1000 jeux publiés par mois sur Steam, mais ça reste un petit marché comparé au mobile, où au mobile, on estime qu'il y a au minimum 500 nouveaux jeux applications mobiles publiés par jour sur les plateformes. C'est un marché très compétitif où le marketing est le nerf de la guerre. Voilà. Je vous ai parlé du moteur que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé Unity 3D. Alors, comme je disais, le moteur, ça m'a permis de mettre un cadre à ce que je faisais et de me faciliter beaucoup de choses. Et j'ai choisi parce qu'il est largement utilisé. Quand on choisit entre les gros moteurs du marché, on va avoir Unreal Engine et Unity 3D. Et en fait, j'ai tout simplement regardé des jeux indépendants que j'aimais bien, quelle était la stack derrière. J'ai vu qu'Unity revenait beaucoup. En plus, il est abordable. Le moteur reste gratuit tant qu'on ne fait pas plus de $100 000 de chiffre d'affaires annuel. Donc, je ne les ai pas atteints, comme vous vous en doutez probablement. Mais du coup, c'est un très bon moteur pour démarrer quand on n'a pas énormément de budget. Il y a une grande communauté derrière, ce qui fait que si vous rencontrez un problème dessus, il y a forcément déjà quelqu'un qui l'a aussi rencontré. Donc voilà, il y a des Stack Overflow dédiés à Unity, il n'y a pas de souci. Et c'est le langage C# qui est derrière. Donc voilà, un langage qui, on va pas débattre sur les langages, mais c'est un langage que moi je le trouve actuel. Je trouve qu'il est entretenu, simple. Je pense que ça fait partie des langages qui a beaucoup d'avenir. Je pense que pas mal d'entre vous seront d'accord avec moi. C'est un des langages qui roule aujourd'hui, même s'il n'est pas forcément dans le top 5 des langages quand on lit les classements. Ça reste un langage actuel et qu'on a encore beaucoup sous le pied. Donc, je vais aller plus sur la phase du level up, des choses que j'ai apprises, notamment quand je me suis intéressé au game design. Une des premières leçons que j'ai lues sur le game design, c'est qu'un bon jeu, ça doit être avant tout un jeu. Et je vous le disais, pour savoir quoi faire du jeu, j'avais beaucoup de projets. C'était un peu compliqué de choisir. En plus, il y avait d'autres idées qui me venaient. Je savais pas trop par quel projet commencer. L'idée, c'était de faire plusieurs petits jeux tant que je pouvais faire des jeux. Et je savais pas lequel faire en premier. Et en fait, ça arrivait un peu par pure sérendipité. Unity venait de sortir un système de gestion des contrôles joueurs qui permettait de passer facilement du clavier aux manettes, enfin de gérer ça de manière beaucoup plus fluide et compatible aussi avec tout ce qui est tactile, tout ce qui est contrôleur VR. Et je me suis dit, il faut que j'essaie ce système, comme ça je pourrais le mettre dans mes jeux futurs. Et du coup, j'ai fait une plaque. J'ai mis une bille dessus, et la plaque, on pouvait la bouger avec les contrôles. Voilà. Donc un truc tout bête, vraiment un prototype tout simple. Et en fait, je me suis aperçu que c'était très sympa, que tout de suite, il y avait des sensations de jeu qui venaient décomprenaient ça en main. Et en fait, ça m'a rappelé des jeux que j'avais connus étant plus jeune. Le Tricky Bille, vous avez peut-être connu, c'est un jeu qui se pose sur la table. Et l'idée, c'est de guider une bille dans un parcours avec plein de petites manettes.
Et ça m'a rappelé bien sûr les fameux labyrinthes, en bois où on bouge le plateau et on fait progresser la bille dans le labyrinthe. Et je me suis dit, ça peut être un bon jeu. Ce n'est pas un énième FPS qui essaye de copier des jeux qui fonctionnent bien. Je me suis dit, il y a un peu d'originalité là-dedans, donc je vais aller là-dedans. Je vais vous parler maintenant de la boucle de gameplay. C'est un enseignement, voilà, quand j'ai appris le game design, c'est un enseignement principal. La boucle de gameplay va peut-être vous rappeler des choses que vous avez vues ou que vous connaissez en termes d'interface utilisateur. Le principe, c'est que on a un modèle, ensuite le joueur fait une action et on a du feedback immédiatement. Et ça, en fait, c'est la boucle qui est à la base de tout. Donc typiquement, pour un jeu vidéo type Mario, le modèle, c'est éliminer l'ennemi. L'action, c'est je saute sur l'ennemi. Et le feedback, c'est l'ennemi disparaît, il peut y avoir un petit bruitage, une pièce qui arrive, etc. Et en fait, c'est important de décomposer le gameplay en plein de micro-boucles. Parce que c'est tout simplement le langage entre le joueur et le jeu. C'est ce qui fait que on est directement connecté en fait on est directement connecté au cerveau du joueur parce que c'est à force de répéter plein d'actions comme ça que le joueur va vraiment dans le jeu parce que ce qu'ils ont déterminé au niveau neurologique, c'est que d'avoir du feedback pour chaque action, ça donnait tout de suite de la dopamine. Et du coup, c'est ça qui donne envie de continuer à jouer et qui fait que au bout d'un moment, on n'est plus juste devant un écran et tout. Au bout d'un moment, on passe vraiment, on est vraiment face à un jeu, on est vraiment en train de s'amuser. Et voilà. Et il y a aussi des dérives par rapport à ça, c'est que forcément, vu qu'on a un lien direct avec la dopamine dans le cerveau du joueur, c'est ce qui est utilisé par beaucoup de jeux mobiles pour rendre les gens un peu addicts et faire de l'argent derrière. Mais je me suis dit que je passerai jamais du côté obscur de la force à essayer de faire des choses comme ça. Et donc ça, c'est notre boucle de gameplay simple qui va être au service de boucles de gameplay plus longues. Mais tout est une question de boucle finalement. Vous voyez, la boucle longue, c'est que l'objectif, ça va être de finir un niveau. Le challenge, ça va être toutes les micro-boucles qu'on a pu voir, une série de micro-boucles qui se répètent. Et ensuite, on a une récompense, un score, animation, une histoire. Mais finalement, la base du game design, c'est qu'une question de boucle et de toujours fournir finalement, de montrer au joueur ce qu'il peut faire et de toujours lui fournir un retour sur ce qu'il a fait. C'est très important pour que le jeu fonctionne. Je vais vous parler un peu de l'outillage. Un truc très sympa dans Unity aussi, c'est qu'on peut créer ses propres interfaces utilisateurs et ça permet notamment de faire ressortir plein de variables plutôt que de coder beaucoup de choses en dur et de les changer soit dans le code, soit avec des fichiers de configuration. On a les variables directement disponibles sur des interfaces de ce type, à côté de la vue, à côté du tableau qu'on est en train d'éditer. Et ça permet d'ajuster très simplement l'expérience du joueur. On va par exemple se mettre à compteur de vitesse. Là, je vous ai montré, je vous ai mis en illustration l'interface que je me suis fait pour les combats de boss. Non seulement ça permet facilement d'équilibrer en fait l'expérience du joueur, mais ça permet aussi de faciliter les différentes étapes. Une fois que j'avais fait mon script et mon interface pour régler un combat de boss, les suivants étaient beaucoup plus vite à faire parce que finalement c'était que aller dans la configuration et indiquer les étapes que je voyais dans le combat, enfin indiquer ce que je voulais faire. Après, bien sûr, il y avait toujours le travail de modéliser le boss, de concevoir le combat en lui-même, mais le fait de pouvoir scripter directement l'interface dans laquelle on travaille, c'est quelque chose qui m'a gagné du temps. Et il y a aussi les préfabs. Les préfabs, donc, c'est un type d'objet qu'on a dans Unity. C'est pas un objet qu'on voit du côté code, c'est vraiment voilà, ça porte bien son nom d'ailleurs, c'est un préfabriqué, donc c'est des objets qu'on peut mettre dans les scènes, tout au long du jeu. On peut les mettre par configuration particulière d'un ou d'un autre niveau. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on modifie le préfab lui-même, ce qu'on a modifié va être modifié dans tout le jeu. Donc on n'a pas à tout reprendre le jeu à la main pour modifier.
C'est une manière très simple de réitérer et d'éditer ce qu'on a fait. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des difficultés. Et pour vous parler des difficultés, je vais vous parler d'un monde idéal. Pour moi, dans un monde idéal où on crée un jeu vidéo, on fait d'abord toute une phase où on fait les blueprints, on fait le jeu brut de décoffrage, mais de A à Z, on a tous les niveaux, et peu importe si tout n'est pas fini, peu importe si tout n'est pas texturé, on a au moins voilà, la trame centrale du jeu qui est prête. Ensuite, par plusieurs étapes, l'étape que j'ai mis en orange, on va améliorer ça, on va rajouter des textures au fur et à mesure qu'on enrichit les possibilités du jeu. On va ajouter, je sais pas, des succès, de la musique, des bruitages. Enfin, voilà, on améliore le jeu continuellement. Ensuite, on fait plein de tests utilisateurs et on fait plus une partie polish, quoi. Plus une partie où on va fignoler les choses pour que le jeu soit bien. Moi, malheureusement, j'ai pas travaillé comme ça. J'ai travaillé en mode niveau par niveau. C'est-à-dire, j'ai fait mon premier niveau, j'ai fait un groupe de niveaux. Ensuite, je les ai améliorés et tout. Et j'ai continué, une fois que ça me semblait terminé, j'ai fait les niveaux suivants. Le problème avec ça, c'est que forcément, plus j'avançais et plus je progressais, plus je voyais des nouvelles choses à mettre en place. Et du coup, quand j'arrivais à cette étape où je voulais faire des définitions, faire des améliorations sur ce qui existait, non seulement je devais les faire sur les niveaux que je venais de créer, mais je devais les faire en fait sur l'ensemble du jeu. Donc vous voyez, je ne sais pas si ça se comprend bien sur mon illustration, mais les étapes orange et verte, les étapes d'amélioration et de finition, elles étaient de plus en plus longues au fur et à mesure que le jeu avançait. Donc, par comparaison à l'idée originelle que je propose de faire d'abord les blueprints et ensuite l'amélioration par-dessus, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à ne pas faire comme ça. Ensuite, les patrons de conception logicielle. J'ai pas eu la chance lors de mes études de connaître les patrons de conception de logiciels, les fameux design patterns. Et en fait, il y en a un qui revient beaucoup quand on se met à créer un jeu vidéo. On a envie finalement de centraliser beaucoup de choses parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. C'est un monde très asynchrone. Voilà, on doit gérer le graphisme, on doit gérer ce qui se passe dans l'univers physique, donc tout ce qui est collision, etc. On doit aussi gérer les entrées du joueur. Voilà, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et donc, on va avoir envie de centraliser tout ça, d'avoir une instance qui est un peu responsable. Donc, très vite, on va recourir au singleton. Mais le problème, c'est qu'on se met à recourir au singleton surtout. Et c'est pas moi qui ai inventé ce même en tapant Unity singleton, c'est celui qu'on trouve. C'est vrai que les développeurs d'Unity, et je pense d'autres moteurs aussi, ont tendance à recourir au singleton, à utiliser voilà, ces classes maîtresses un peu trop. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a envie de tout centraliser. Typiquement, dans Unity, on va faire un script qui s'appelle le Game Manager. Et le problème, c'est qu'on lui donne de plus en plus de choses dont il est responsable, jusqu'à en faire ce qu'on appelle un objet monstre, un God Object. Et c'est un objet finalement qui a beaucoup trop de responsabilités. Donc ça, vous le savez, c'est un anti-pattern. On a trop de responsabilités sur cet objet. Donc s'il crash, tout le jeu crash. C'est plus difficile à débugger. Donc quand je me suis aperçu que mon game manager était trop gros, j'ai dû bien sûr le rescinder. Mais voilà, je pense que là, je raconte une histoire qui n'est pas arrivé qu'à moi et qui n'arrive pas que dans le jeu vidéo. Mais voilà, c'est, je pense, celui que j'ai vu le plus rencontrer en discutant avec d'autres développeurs Unity. Un gros problème, c'est l'estimation du temps de conception. Donc là aussi, je pense que pour beaucoup, c'est le nerf de la guerre. Il faut bien apprendre à s'ajuster avant d'être en mesure de très bien estimer combien une tâche va prendre. Là, j'étais pas en plus que sur des tâches de développement. Il y avait le développement de la 3D, enfin sur beaucoup des métiers du coup que j'ai utilisés. Et c'était compliqué pour moi d'estimer combien de temps j'allais mettre. Donc, je suis passé sur une première estimation très optimiste. Je pensais que j'allais finir le jeu en 3 mois, que j'allais le sortir et qu'après j'allais faire 2 jeux. Beaucoup trop optimiste. Au final, j'ai décalé à 9 mois. Et c'était pas encore assez. Au final, le jeu, je l'ai développé en 15 mois.
Et du coup, sur le temps que je m'étais alloué pour sortir un ou plusieurs jeux, voilà, je me suis retrouvé à le sortir beaucoup plus tard que ce que j'imaginais. Donc, mon conseil, c'est de vous préparer au pire, c'est d'envisager beaucoup plus que ce que vous pensez. Et alors, comment ne pas parler du crunch? Alors, pour certains, le crunch, ça va être quelque chose qui se mange et qui n'est pas mauvais. Pour d'autres, ça va être un exercice sportif. Moi, je parle du crunch en informatique. Alors, je vous souhaite de ne pas l'avoir connu ou si vous l'avez connu, de ne pas avoir à le reconnaître. Mais c'est quelque chose qui est très notoire dans l'industrie du jeu vidéo parce que les sorties de gros jeux, de très gros jeux, c'est souvent ça, c'est souvent du crunch. Et ça veut dire que le moindre moment conscient est dirigé vers le jeu. Et moi, je m'étais organisé en me disant, je considère que c'est mon activité, donc je m'impose des horaires pour pas passer mes soirées à continuer à développer sur le jeu. Donc je m'étais imposé des horaires qui ont bien tenu pendant les 14 premiers mois. Mais quand je voyais que la date de sortie approchait et je ne voulais pas le repousser une énième fois parce que je me dis, si je le repousse encore, je ne vais jamais voir le bout. Il faut que je sorte ce jeu. Ben, je me suis mis à faire du crunch aussi. Donc heureusement, j'ai pas trop mis ma santé en péril, mais c'est quelque chose qui est voilà. Je me voyais bien malin en me disant aucun risque, je suis indépendant, aucun risque que je me mette une pression comme ça. Mais en fait, je me suis mis à faire du crunch et au final, on a une vision tunnel, on bute plus facilement sur les choses. Enfin, je sais que dans l'IT, on fait beaucoup pour éviter que ce genre de situation arrive. Mais voilà, je vous le déconseille tant que vous pouvez l'esquiver. Voilà. Et au final, suite au crunch, j'ai réussi à sortir mon jeu. Voilà, le 30 juin 2021. En plus, il se trouvait que c'était le jour de mon anniversaire. Ben, j'ai pas pu trop le fêter le jour même. Hein. J'étais devant mon PC à m'arracher les cheveux, la preuve. Et du coup, au final, il est sorti. Et après, sur le temps, j'ai fait moins de 10 ventes de jeux. Pourquoi? Parce que j'ai très mal géré le marketing. J'ai envoyé des communiqués de presse en même temps que j'ai sorti le jeu, mais je vous parlais des budgets tout à l'heure, j'ai pas mis d'argent dans le marketing et je le regrette parce que finalement le jeu est passé complètement en sous-marin au final. Et j'ai juste eu, alors la plupart des gens qui ont acheté les jeux, c'est des gens que je connais, sauf une personne en Allemagne qui est tombée sur mon jeu et qui m'a mis une review vraiment super sympa, mais il est complètement passé sous le radar. Et par contre, j'ai eu beaucoup de demandes de clés gratuites. Il faut savoir qu'il y a un vrai bail derrière ça, c'est que dès qu'il y a un jeu qui sort sur Steam, il y a plein de comptes qui vont demander des clés gratuites pour ensuite les revendre. Donc vous avez zéro revenu là-dessus, mais ils les revendent ensuite sur des sites dédiés aux clés gratuites. Voilà. J'ai quelques minutes encore pour vous faire les takeaways avant de passer aux questions. Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est de reconnaître vos ennemis. Les ennemis, c'est la folie des grandeurs, c'est-à-dire vouloir faire beaucoup plus que ce que vous avez sous le capot. Forcément, on est face à un outil avec des possibilités carrément illimitées. On a envie de faire plein de choses. On a envie de faire un jeu grand, pourquoi pas des DLC. Eh ben non, faut savoir démarrer petit. D'autres ennemis, c'est le feature creep. On a envie de toujours en faire plus, de se dire, tiens, si je mettais un système de personnalisation, tiens, si je mettais, je sais pas, un mode course contre la montre. C'est bien d'avoir des idées, mais dans ce cas, il vaut mieux les noter et attendre que le jeu soit dans une stance à peu près terminée pour pouvoir éventuellement les rajouter. Mais il ne faut pas perdre de temps sur le feature creep. Et bien sûr, l'over-engineering. Là, ça consiste à vouloir recréer des choses qui existent déjà. Donc typiquement dans Unity, il y a beaucoup de choses qui existent. Et si on sait mal chercher dans la documentation, on peut se retrouver à créer des systèmes et à se dire ensuite, Unity le fait déjà et beaucoup mieux. J'ai codé tout ça pour le plaisir de coder, on va dire. Voilà, et typiquement aussi se poser les bonnes questions. Moi, mon système de sauvegarde, je commençais à dire, alors il faut que je fasse un truc un peu crypté pour pas que les gens
modifient leur sauvegarde eux-mêmes. En fait, c'est pas du tout quelque chose de critique. C'est quelque chose où où en fait, peu importe si les fichiers, si l'utilisateur édite ses sauvegardes, tant que c'est pas un jeu multijoueur, et sur les jeux multijoueurs, il y a des fonctions, anti-triche assez puissantes qui sont installées généralement, mais mais euh, ouais, excusez-moi. Juste, j'ai juste une question du coup au niveau timing. C'est 15 minutes, mais question comprise. Du coup. Merci. Ok. Donc voilà. Donc j'avance. Donc pour créer Malin, faut faire le jeu full scope assez tôt, comme je l'expliquais. D'abord faire une première itération complète. Ensuite faire du modulable, du réutilisable, du paramétrable, des choses que vous pourrez facilement modifier sans avoir à replonger dans quelque chose que vous avez programmé il y a 2 ou 3 mois, et de tout versionner. Et je l'ai fait, au début, je faisais juste des copies de sauvegarde, mais en fait, le versionnage, ça sauve des vies, ça permet de ne pas perdre son code, et tout est versionnable, même les fichiers qui servent à la conception des modèles 3D, même les sources des modèles 3D, les sources des fichiers son, tout est versionnable, et il y a des manières de faire pour que Unity ne sorte pas des fichiers un peu parasites, pour qu'il n'y ait que les fichiers dont il a besoin. Donc tout est versionnable. Bien sûr, l'importance du marketing. Communiquer trop tôt, ça vous engage parce que je pense que la première démo du jeu, je l'ai sortie trop tôt et du coup, ça montrait des choses, même dans le descriptif du jeu, ça m'a engagé sur le fait de faire certaines choses que j'aurais pu avoir eu envie de couper en fait plus tard dans le jeu, donc je me suis trop engagé. Communiquer trop tard ou pas assez communiquer, c'est rater le train. Comme je vous l'ai dit, vu le nombre de jeux qui sortent par mois sur Steam, on est vraiment dans le brouillard, donc faut communiquer à temps et suffisamment. Et je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, c'est une partie que j'hésiterais pas à sous-traiter. Je mettrais un peu de sous dedans et je ferais faire cette partie à quelqu'un dont c'est le métier et pour lequel il y a du budget. Voilà. Ça m'a fait progresser sur plusieurs points. Méthodologie de travail. C'est très formateur aussi pour tout ce qui est asynchrone parce qu'en fait, les applications, voilà, on est dans un monde asynchrone de toute façon. Les applications, les API, les appels réseau, tout est asynchrone. Mais dans le jeu vidéo, on est vraiment que là-dedans. Enfin, quasiment nulle part on peut faire du pseudo-procédural. Tout est basé sur ce que l'utilisateur fait à tel moment, ce qui se passe sur l'écran à tel moment. Tout est asynchrone. Sur les tests utilisateurs aussi, voilà, on peut faire, on a moins, les tests unitaires sont peut-être un peu moins pertinents à faire. Par contre, c'est très important de mettre le jeu très vite dans les mains de quelqu'un et de voir comment il joue avec, parce que vous allez voir des choses que vous n'allez pas imaginer. Les gens vont essayer des choses en pensant différemment et ça va potentiellement faire corriger des éléments du jeu, voire inventer des nouveaux éléments de gameplay. Et voilà, tout ce qui est voilà, expérience utilisateur et beaucoup s'adapter au contexte. Par exemple, une règle que donne Steam, c'est que si une manette est déconnectée ou débranchée, il faut que le jeu se mette en pause, il faut que l'utilisateur puisse très vite passer à un autre système d'entrée. Et en fait, il y a beaucoup de leçons en créant des jeux vidéo ou en lisant ce qui se dit sur la création de jeux vidéo. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'UX. Voilà. Maintenant, si demain vous vouliez faire un jeu vidéo, je vous conseille, pour rester dans la bulle Unity, d'essayer Unity Learn. C'est des petits tutoriaux qui sont faits par Unity, qui vous permettent en fait de prendre en main le moteur. Vous avez des petits projets. Franchement, si vous n'êtes pas en train de randonner dans les montagnes d'Auvergne demain, vous allez vous télécharger Unity, vous faites un des tutoriaux qui sont là, et en 2 heures, c'est garanti, vous avez votre FPS ou votre jeu de karting de plateforme, ou même ils ont même fait un partenariat avec Lego. Vous le faites super vite et vous allez voir que ça donne envie de faire encore plus, ça donne envie d'aller plus loin. Mais les tutoriaux d'Unity sont très bien faits. Sinon, alors si vous voulez pas, voilà, je suppose qu'ici beaucoup d'entre vous voilà, ont déjà beaucoup de missions sur la table.
Mais si vous voulez quand même vous essayer au développement de jeux vidéo, je vous conseille les Game Jam. Donc c'est des événements courts pour faire du jeu vidéo. Le gros avantage, c'est que comme c'est souvent limité dans le temps, ça va être une semaine, voire des fois 48 heures. C'est limité dans le temps, donc, donc, euh, donc vous êtes sûr de pas tomber dans des écueils du style passer des mois et des mois dessus. C'est limité dans le temps, ça va être des jeux à petit scope, mais forcément, voilà, ça va vous permettre de voir des choses, de faire des choses. Et voilà, ça va faire un peu de développement personnel ce que je dis, mais le plus dur, c'est la première et la dernière étape. Donc, si vous avez envie sur vos loisirs de faire des jeux vidéo, ben, lancez-vous. Voilà. Je vais pas tous les passer en revue, mais voilà, il y a plusieurs moteurs qui existent. Il y a Unity 3D, Unreal Engine. Il y a Godot aussi, qui est une solution sympa, qui est open source, qui utilise le C#, le C++ et son propre langage de script. Et après, vous pouvez carrément aller dans un niveau plus bas. Il y a des frameworks open source pour les jeux qui existent. Le seul que j'ai trouvé en Java, c'est libgdx. Enfin, il y en a d'autres, mais le plus couramment que j'ai vu en Java, c'était celui-là. Je crois qu'en Java, on est encore beaucoup sur l'idée, si je fais mon jeu en Java, je le fais de A à Z. Voilà. 2 conseils de lecture, mais vous les retrouverez à la fin de la présentation. Je vous ai mis un petit lien. The Art of Game Design, c'est la Bible du game design, c'est super intéressant. Et même pour le concepteur d'appli, il y a énormément de choses à prendre, à picorer. Et du sang, du larme et des pixels, c'est plus du travail journalistique. Ça parle ça parle que de l'industrie du jeu vidéo et de projets de jeux vidéo très connus qui se sont passés avec de grandes difficultés. Et c'est super intéressant à lire. Voilà. Donc au final, créer un jeu vidéo, c'est une quête en mode difficile. C'est une quête où au final, j'ai pas trouvé le trésor à la fin. Mais enfin, au final, si, j'ai quand même trouvé le trésor à la fin parce que ça m'a permis de me remettre sur ma voie de refaire du code, ma profession. Donc j'estime que j'ai réussi à sortir le jeu, j'ai réussi à me réaligner avec ce que je voulais faire. Donc c'est une quête difficile, mais réussie. Voilà. Merci. Et du coup, voilà, c'est le moment des questions. Et si vous voulez scanner le QR code, j'ai mis une liste de ressources à voir pour le jeu vidéo. Alors, question. On fait un relais au cas où. Du coup, tu as pu te rendre compte de plein de choses et tu donnes des conseils si c'était à refaire. Mais est-ce que toi, tu le referais? Ouais, je m'attendais à cette question. Alors, c'est vrai, là actuellement, je suis très content de mon travail actuel. Je dis pas ça juste parce que j'ai des collègues dans la salle. Mais ce serait. Je pense que si je refaisais, j'irais plus sur des game jams, plus le faire pour le loisir. Sinon, peut-être dans quelques années, dans une autre vie, voilà, si par exemple CGI ouvre ouvre une partie création de jeux vidéo, oui, avec plaisir. Mais là, pour refaire le jeu, déjà, j'ai du mal à trouver du temps. En ayant mon travail à temps complet, j'ai du mal à trouver du temps pour faire les améliorations qui seraient nécessaires sur le jeu. Là, si je devais refaire un jeu, ouais, ce serait vraiment dans un cadre super limité, mais oui, c'est un moment, en fait, ouais, le moment où on appuie sur le bouton pour mettre le jeu en vente sur la boutique, c'est un moment, pour le coup, c'est un moment inoubliable et ça restera dans le top des moments de ma vie. Et est-ce que tu as déjà essayé le développement de jeux de société? Comme ça, il n'y a pas de code. Alors, c'est vrai, alors je suis aussi assez féru de jeux de société et j'ai plusieurs amis qui ont essayé de les développer eux-mêmes. Mais alors, j'ai déjà pensé à des concepts pour le jeu de société et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais moi, ouais, je sais pas, peut-être que c'est par déformation, mais en fait, quand j'imagine le développement d'un jeu de société, très vite je me dis, ah ouais, mais si je le mettais en jeu vidéo, je pourrais rajouter ça, je pourrais rajouter ça.
Donc je pense que j'aurais du mal à faire un jeu purement jeu de société. Je pense que j'aurais du mal à pas vouloir le faire en jeu vidéo, même si c'est un jeu de cartes. Merci. Petite question, pourquoi t'as pas décidé de le sortir sur Switch par exemple et faire que PC? Alors, très intéressant. Bah, c'est beaucoup plus facile de sortir un jeu sur PC ou sur mobile que de le sortir sur des consoles, parce que tout ce qui est sorti sur console, ça nécessite d'avoir en fait l'aval des différents éditeurs. Peut-être que sur Xbox c'est particulier, mais je peux l'affirmer au moins pour les consoles Nintendo et pour les consoles PlayStation. Et en fait, Unity, alors c'est un des avantages de la plateforme que j'ai pas dit, Unity permet de développer une fois et d'adapter à plusieurs supports, donc PC, Mac, mais aussi tout ce qui est sur mobile, et aussi console. Mais rien que pour pouvoir créer voilà, la version compilée du jeu pour Switch ou pour PlayStation, il faut d'abord passer par tout ce stade, de faire valider son jeu auprès de Nintendo ou de Sony. Donc je l'ai sorti que sur PC parce que c'était le plus simple. Après, c'est vrai que voilà, l'expérience de jeu se serait bien prêtée à la Switch, je pense. Bonjour, moi j'ai une question. Pourquoi tu réinvestis pas sur du marketing et pour pouvoir diffuser ce que tu as déjà développé? Alors c'est quelque chose qui est dans ma backlog, on va dire. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais pour moi le jeu en l'état tel que j'ai sorti est encore il y a encore trop de choses qui sont brouillons, que je voudrais améliorer dessus avant de me dire que je le communique au plus grand nombre. Donc je vais d'abord prendre du temps pour améliorer le jeu, et ensuite je pense que je mettrai un peu de sous pour le mettre un peu plus en avant. Bonjour. Bonjour. Merci pour ton retour. Par rapport à tes conseils et tout ça, notamment le fait par exemple de donner très vite à un utilisateur ton jeu pour avoir un maximum de feedback, Oui. Quel parallèle tu pourrais faire avec l'agilité? Et question ouverte, enfin question fermée du coup, c'est est-ce que l'agilité pourrait se prêter aux jeux vidéo? Alors, Démerde-toi avec ça. ouais, 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 j'avoue, enfin, l'agilité, je la pratique un peu, l'agilité, mais ouais, peut-être. Je sais, alors j'ai fait un stage d'études dans une société lyonnaise de jeux vidéo. Et alors ils n'avaient pas encore implémenté bien la méthode agile, mais je sais que dans le planning des producteurs, il y avait une tâche qui était vraiment test utilisateur, et que c'était mensuel. Tous les mois, ils faisaient venir des gens dans la société pour faire les tests au jeu. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer en termes d'agilité. Désolé, je ne sais pas si je réponds bien à ta question parce que je suis un peu loin de l'agile, mais je pense que voilà, faut le considérer vraiment comme une task agile et une tâche qui se répète et qu'il faut faire à intervalles réguliers. Voilà, quitte à ce que ça presse des tâches, si c'est faire un prototype prêt pour tel jour, parce qu'on a des tests utilisateurs. Merci. Question un peu plus technique. Tout à l'heure, tu parlais des bonnes pratiques et Oui. tu disais que Unity avait des dépendances qui te permettaient de ne pas tout coder toi-même. Est-ce Oui. que tu as un exemple de choses que tu as mis beaucoup de temps à coder, qui aurait pu être fait par Unity plus simplement? Le système de localisation. J'ai pensé assez tôt que le jeu, je voulais le faire en anglais et en français, donc la langue de base, c'était l'anglais. Et en fait, j'ai fait tout un système que je devais rajouter à chaque objet texte dans l'interface pour me dire ça peut être traduit, ça peut être traduit. Donc je suis allé assez loin là pour voir ensuite que il y avait un package propre à Unity qui permettait de le faire, qui gérait en plus les images, les textes et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment important, je pense, de beaucoup se documenter sur Unity parce que c'est une plateforme voilà, qui est très poussée en avant. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a même beaucoup de choses d'ailleurs qui peuvent... ils ont un store où on peut acheter, où on peut quasiment tout acheter, des modèles 3D, des packs de son, des décors. Et sur le store, il y a aussi tout ce qui est script. Donc quelqu'un qui serait moins porté vers le développement et plus vers le game design, par exemple,
pourrait, sans trop aller loin dans le code, prendre des systèmes qui ne sont pas propres à Unity, mais qui sont par exemple disponibles et payants. Et ça peut aussi être un business de créer des scripts ou des fonctions qui n'existent pas dans Unity et de les mettre en vente. Voilà. Merci. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur l'appli Volcamp. Et si vous voulez échanger un peu, je serai sur le stand de CGI une bonne partie de l'après-midi. Merci. Merci.